Pierre Facheux. Bonsoir à tous et merci d'avoir répondu à l'invitation de l'agence d'urbanisme et fait le déplacement pour être avec nous ce soir. C'est une première pour la GURAM dans cet espace culturel et alternatif qu'est l'aérogare et j'en suis très heureux. Le thème qui nous rassemble ce soir, c'est celui du vivre ensemble. Façonner des villes et des villages où les gens se sentent bien, des territoires qui réparent, relient, refaire société. De très belles idées qui nous animent tous dans nos fonctions et mandats respectifs, et bien sûr en tant que citoyennes et citoyens. Mais comment fait-on pour transformer nos modes de pensée et nos pratiques suffisamment profondément pour passer d'une course à l'aménagement dans laquelle on est tous pris, mine de rien, à une véritable quête d'habitabilité? Comment peut-on, d'un urbanisme centré sur l'offre et la performance, à un urbanisme fondé sur l'attention à l'autre, à l'écoute, la bienveillance, le dialogue? On va essayer de changer de paradigme ensemble ce soir, pour de bon, pour reprogrammer notre logiciel, en écoutant des spécialistes. Johan Sportouche, qui est philosophe de formation et militant du vivre ensemble. Sophie Ricard, qui était au palmarès des jeunes urbanismes il y a quelques années, et dont le credo est de laisser place à l'imprévu et à la force du collectif. Thomas Milanese, un artiste ancré en Lorraine, qui, avec sa compagnie, donnait l'impulsion à l'émergence d'un jardin-forêt co-construit avec les habitants à Uckange, à une trentaine de kilomètres d'ici. Vous allez voir, sincèrement, ça vaut le détour. On va également écouter des élus de notre collectivité membre et donner la parole au CODEV de la métropole pour comprendre ce qui se joue derrière la notion d'habitabilité des territoires. Je ne doute aucunement que l'on ressortira tous d'ici avec des idées plein la tête et une envie de concevoir des territoires à partir des besoins réels des habitants, en s'appuyant sur la co-construction, les interdépendances et complémentarités locales et la capacité d'agir de chacun. Je laisse la parole dorénavant à Régis Brousse, notre directeur, qui va introduire le sujet « Prendre soin » et vous brosser un rapide portrait chronologique pour mieux poser le contexte actuel. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et profitez-en bien. Merci. Merci beaucoup Pierre. Alors, encore une fois, bienvenue à toutes et tous. On va passer un petit peu de temps ensemble sur un sujet extrêmement intéressant. Et on s'excuse d'avance sur l'anglicisme qu'on utilise, puisqu'on va parler du Caire. Alors, je laisserai tout à l'heure, et je ne vais pas monopoliser la parole très longtemps, Johan Sportouche nous expliquer ce qu'est le Caire. La langue anglaise a cette particularité d'être parfois plus explicite que la langue française. Moi, par exemple, je suis juriste, on m'a toujours expliqué la différence entre le mot right et le mot law. En France, la différence, c'est le droit et le droit. Le droit et le droit. Vous voyez que l'anglicisme, parfois, a cette vertu de définir un petit peu plus les choses, et c'est le cas quand on parle du terme care. Puisque si on le traduit comme ça en français et qu'on arrive vers cette notion du soin, on voit que la notion de care est plus large que la notion de soin, voire même que la notion de santé. En tout état de cause, le but est aujourd'hui de faire le lien entre cette notion de care et les métiers qui nous animent, en tout cas qui animent l'agence d'urbanisme, c'est-à-dire l'aménagement, l'urbanisme, pour faire ce lien entre l'urbanisme et la santé. Parce que ça m'arrive encore un peu, je donne des cours de droit à mes étudiants, j'ai l'habitude de commencer en leur expliquant que l'urbanisme est né au XIXe siècle par des préoccupations sanitaires. On est rentré sur l'aménagement de la ville, sur le fait de se poser des questions d'aménagement pour des raisons sanitaires. Et entre guillemets, on est maintenant, quelque part, on a bouclé la boucle vers ces questions non plus sanitaires, mais des questions de santé. C'est une préoccupation extrêmement importante. Et la récente crise, je ne sais pas si on fête un anniversaire, mais la récente crise du Covid-19 qui est arrivée il y a 5 ans,
quasiment jour pour jour, nous a remis, si vous voulez, une pièce dans cette machine qui nous montre qu'il faut qu'on s'intéresse de plus en plus à cette question et de faire ce lien entre la santé, la construction de la ville par ce prisme de la santé et l'aménagement. Je ne vais pas être plus long. Johan nous expliquera bien mieux que moi cette notion. J'espère que cette soirée, puisqu'on la poursuivra avec Sophie Ricard et avec une table ronde, comme l'a dit Pierre Fachot, vous donnera des clés. En tout cas, moi, j'espère que cette soirée-là nous permettra de repartir avec une envie, avec des perspectives. En tout cas, c'est le but de cette soirée, en tout cas vis-à-vis de l'agence, de tracer un objectif au travers des notions qu'on verra ce soir, de construction de la ville, au travers de cette notion du quai. Je vais laisser la parole à Johan Portouche, s'il veut bien me rejoindre. Je ne vais pas, encore une fois, poser tout un tas de questions. Je vais lui en poser une, et vous allez voir, je pense qu'il sera prolixe sur la question. Johan, c'est quoi ce quai? Merci beaucoup Régis, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Monsieur le Président. Je suis très heureux d'être ici. Effectivement, c'est ce que je vous propose ce soir, et c'est tout l'objet de mon ouvrage, pour un journaliste du Caire, l'attention à l'autre pour refaire société, que j'ai publié l'année dernière, c'est de changer de paradigme. Donc c'est ce que nous allons aborder ce soir ensemble. Alors, avant toute chose, je me suis trompé de sens. Ça arrive tout le temps. Hop. Je vais casser un peu l'ambiance, parce qu'il y a une bonne ambiance ce soir. Mais en fait, voilà ce qui se passe aujourd'hui en France. En France, aujourd'hui, une agglomération peut compter jusqu'à 10 degrés de plus que sa périphérie. Et ça, c'est une réalité. En France, aujourd'hui, il y a une personne sur 4 qui se sent ne plus appartenir ou ne pas appartenir à notre société. C'est tous ces chiffres que je cite sont des sondages qui ont été effectués, bien sûr, sont des chiffres véritables. Et donc, quelque part, ça illustre cette crise civique dont on parle, cette crise de la citoyenneté dont on parle aujourd'hui aussi dans notre pays. Aujourd'hui, en France, une personne sur 4 affirme se sentir régulièrement seule. Et notamment pour les jeunes et les personnes qui sont en situation de précarité, les personnes qui sont au chômage, c'est une personne sur 2. Donc une crise de la solitude. À un moment donné, on a voulu vivre en ville pour retrouver une certaine forme d'anonymat, et on a créé la solitude. Aujourd'hui en France, il y a une personne sur 2 qui craint des conflits violents dans notre société. Et 3 personnes sur 4 qui considèrent aujourd'hui la société dans laquelle on vit comme injuste. En France, je ne vais pas continuer longtemps comme ça, ne s'inquiétez pas. Il y a 4 Français sur 10 qui finissent le mois avec des restrictions sur leur budget quotidien, ou avec des emprunts pour finir le mois. En France, aujourd'hui, il y a une personne sur 4 qui pense que la démocratie n'est pas le meilleur des systèmes. Et je ne l'ai pas mise, mais il y a une personne sur 2 qui pense qu'aujourd'hui, il faudrait un pouvoir fort, autoritaire, pour régler les problèmes notamment d'ordre et de sécurité. Donc il y a une crise démocratique. La question qu'on peut se poser, c'est celle-ci en fait. C'est qui est-ce qui va nous sauver de tout ça? Eh ben, c'est la question que moi je me pose. Alors, j'ai pas trouvé de Superman, même si j'ai grandi dans les Marvel aussi. J'ai pas trouvé de Superwoman non plus. Je ne crois pas que la question de l'arrivée de l'intelligence artificielle, bien au contraire, va nous sauver de cette situation. Et non, je pense qu'il y a quelque chose qui peut nous tous sauver, c'est notre façon de vivre ensemble. Et ça, j'en suis convaincu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis urbaniste, effectivement, je suis philosophe de formation. Aujourd'hui, mon métier, c'est urbaniste, je dirige une agence de prospective urbaine, et notamment de ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'usage. Et
Et je crois que notre façon de vivre ensemble, aujourd'hui, elle peut quelque part agir sur ces crises, sur cet amoncellement de crises, sur cette conjonction de crises que notre pays traverse. Et notre façon de vivre ensemble, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la ville. Plus largement, c'est la banlieue aussi. C'est le périurbain. C'est la ruralité. En fait, c'est tous ces espaces de vie que l'on peut transformer. Plus largement, c'est se dire que chaque projet urbain, chaque projet d'aménagement pourrait quelque part devenir une opportunité, une chance, une possibilité, eh bien, d'améliorer nos vies. Et c'est sur cette base-là que j'ai commencé à réfléchir pour écrire cet ouvrage. Parce que dans mon métier au quotidien, ça fait maintenant 8 ans que je travaille en tant qu'urbaniste, et ces 10 dernières années, on a vu émerger un certain nombre de concepts dont on a parlé, dont on pourrait parler encore ce soir. Peut-être que vous connaissez la ville inclusive, la ville à hauteur d'enfant, la ville humaniste, la ville relationnelle. Donc c'est cette idée qu'on peut concevoir des espaces qui peuvent permettre à des personnes de plus se rencontrer, de plus de relations sociales. La ville chronotopique, c'est cette idée-là qu'en fait, il faut adapter la ville à nos nouveaux temps. Et notamment la crise sanitaire a créé quelque part un changement en fait dans la temporalité, dans la manière dont on utilise en fait les temps dans la ville. C'est aussi cette idée de la ville circulaire, l'urbanisme circulaire qui est cher à un urbaniste qui s'appelle Sylvain Grisot, qui explique qu'en fait, aujourd'hui, il faut reconstruire la ville sur la ville. De plus étaler, mais plutôt reconstruire la ville sur la ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de réutiliser ce qui est aujourd'hui de l'ordre des friches industrielles notamment, et donc on va réutiliser les constats, on va réutiliser le bâti, on va réutiliser quand on détruit, on va réutiliser les matériaux aussi, quelque part pour reconstruire. C'est ça ce qu'on appelle l'urbanisme circulaire. Ou la ville non genrée, égalitaire. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties comme quoi qui disent, qui prouvent que quelque part en fait la ville telle qu'elle est conçue, eh bien en fait quelque part elle engendre quelque part aussi des inégalités d'accès, et notamment des inégalités d'accès pour les jeunes femmes, pour les femmes de manière générale. Ou la ville à hauteur d'enfant, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Vous avez peut-être entendu parler en fait des cours d'école aujourd'hui qui sont repensés parce que en fait justement dans ces cours d'école, eh bien la plupart du temps on a un grand terrain de foot et on a juste un tout petit espace pour les petites filles qui jouent de leur côté à sauter à l'élastique. En gros, je caricature un peu, mais c'est un peu l'idée. Et enfin, la ville qui s'intéresse au bien vieillir des aînés. J'en ai oublié un, et effectivement on en parle de plus en plus aujourd'hui, c'est l'urbanisme de la santé. C'est le dernier né en fait de tous ces concepts-là. Et en fait, la question derrière tout ça, c'est, moi ce que je me suis posé, c'est, ce que je me suis dit, c'est, en fait si on arrêtait d'être schizophrène 2 secondes. Parce que en réalité notre métier, en tant qu'urbaniste, en tant qu'architecte, en tant que concepteur, donc ces acteurs qui construisent la ville au quotidien, eh bien on est soumis à la commande des marchés publics, tout simplement. Et donc à partir de là, je vais vous donner une anecdote. C'était une anecdote en fait, au moment de la crise sanitaire, peu après la crise sanitaire, on a vu émerger des nouveaux mots dans des appels d'offres, parce qu'en fait, nous, notre métier, c'est de répondre justement à des appels d'offres pour imaginer de nouveaux quartiers, de nouvelles habitations, de nouveaux lieux à réhabiliter. Et on a vu émerger encore un autre concept qui s'appelle le logement post-Covid. C'est pour vous dire que quelque part, en fait, dans notre métier, souvent, on fait face à des modes. C'est-à-dire, à un moment donné, on va s'intéresser à tel ou tel aspect. Et on fait face aussi, tout simplement, parce que en fait, notre métier, c'est aussi ça, de répondre à la commande publique. On fait face, je vais utiliser un mot, et je vous prie m'en excuser auprès des élus, mais quelque part, parfois, aux lubes de certaines élus, ou au désir, parce que ça peut être des désirs, mais parce que tout ceci est nécessaire. Mais à un moment donné, on va s'intéresser à ça, parce qu'en fait, un élu va s'intéresser à ça. Comme si les autres choses n'existaient pas.
Comme si quelque part, quand on faisait de la ville relationnelle, eh bien, il ne fallait pas forcément réfléchir de manière circulaire. Comme si, à un moment donné, parce qu'on va s'intéresser à la ville à hauteur d'enfant, eh bien, il ne fallait pas s'intéresser à la question des seniors. Et en fait, à un moment donné, moi, je me suis dit, en fait, c'est plus possible, en fait, d'agir comme ça. Et je me suis posé la question, mais du coup, finalement, qu'est-ce qui relie toutes ces approches-là? C'est quoi le dénominateur commun de toutes ces approches? Eh bien, c'est ce que je défends aujourd'hui, à travers ce que j'appelle l'urbanisme du cœur. En fait, toutes ces approches, elles reposent sur un concept, celui de la prise en compte partagée des vulnérabilités. Et là, pour le coup, j'ai souligné le mot partagé parce qu'il s'agit quelque part en fait de se dire que chaque acteur de la fabrique urbaine peut prendre sa part, qu'il soit promoteur, qu'il soit aménageur, qu'il soit architecte, qu'il soit urbaniste, peut prendre sa part dans la prise en compte des vulnérabilités et dans la résorption des vulnérabilités, pour considérer le projet urbain comme une possibilité d'y répondre. Et donc, quelque part, l'idée, c'est de dire qu'on ne va plus partir non seulement de la règle, je parlais tout à l'heure avec un monsieur du PLU, on ne va plus pas forcément partir de la règle, mais partir de la vulnérabilité et du lien qu'il est possible, qu'il est nécessaire de créer pour résoudre les vulnérabilités de l'humanité. Et donc quelque part, en fait, l'urbanisme du care, c'est cette idée de trouver des solutions concrètes aujourd'hui à ces crises auxquelles on fait face dans des situations complexes. Et c'est ce qui inspire aujourd'hui l'urbanisme du care dont je vais vous parler. Peut-être juste un mot sur le care. Effectivement, le care a cette dualité qui est très intéressante. C'est que c'est à la fois au sens de caring, c'est-à-dire prendre soin, c'est à la fois une pratique qui existe dans nos sociétés, et puis tout le temps, en réalité. C'est-à-dire cette idée de prendre soin. Et ce que raconte en fait cette éthique du care, c'est que bien souvent, eh bien, cette prise en charge du soin dans nos sociétés, elle s'est effectuée en grande partie par des femmes. Et c'est encore aujourd'hui le cas. Et la réalité, c'est qu'en fait, du fait, je parle des femmes, mais je parle aussi des personnes qui sont en situation d'immigration. Et donc, du fait de cette activité, quelque part, qui est prise en charge en grande partie par des femmes, eh bien, aujourd'hui, quelque part, la question du soin, la question de la prise en charge du soin, eh bien, elle est assez peu valorisée dans notre société. Et donc, c'est de cela qu'est partie cette idée du care, parce que, à un moment donné, dans les années 80 aux États-Unis, on a vu arriver, en fait, la présidence de Ronald Reagan, qui a tout simplement mis fin à l'État-providence, et il y a un certain nombre de femmes qui assuraient en fait des pratiques de soins au quotidien, qui devaient commencer à travailler, tout en continuant à assurer en fait ces services de soins. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, eh bien en fait elles avaient besoin d'un soutien fort, et quelque part c'est là qu'est née cette éthique du care, parce que derrière l'idée d'action, c'est-à-dire l'idée de prendre soin, eh bien, est née cette idée qu'il y a une possibilité de créer une éthique qui va plus loin que le seul acte, qui est cette idée de l'attention à l'autre. Parce que derrière cette idée de prendre soin, derrière cette idée de l'attention à l'autre, eh bien, il y a cette idée que le prendre soin doit être valorisé dans une conception globale de notre société. Alors l'urbanisme du care, pour rentrer un petit peu plus dans le détail et dans le concret, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est trois principes. Partir des situations vécues, prendre en compte les vulnérabilités et partager la responsabilité. Je vais rentrer dans le détail, évidemment, de chacun de ces principes et je vais vous donner des exemples très concrets. Le premier, alors partir des situations vécues. Ça veut dire en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'immerger dans la réalité des habitants, comprendre les usages, les rythmes de vie, les fragilités, les solidarités qu'on ne voit pas. Et ça, quand on est urbaniste, eh bien, souvent, on n'y pense pas. Quand on est architecte,
quand on est acteur de la fabrique de la ville, eh bien, on ne va pas assez en fait sur le terrain. Et moi, ce que je considère, c'est qu'il faut partir réellement des situations, observer. Non seulement observer, mais écouter. Prendre le temps de comprendre comment ça se passe dans un quartier, pour se dire qu'en fait, on ne va plus seulement faire de la concertation pour faire de la concertation, pour cocher une case, mais parce que ça sert réellement, ça va servir réellement au projet. Et donc il ne s'agit pas de cocher une case, il s'agit de construire à partir du réel. À Colombelles, par exemple, on avait été missionné par un promoteur immobilier, en l'occurrence. Colombelles, c'est une petite ville qui est située à côté de Caen. C'est une petite ville qui est très populaire, très pauvre, qui est une de ces villes en Normandie qui est en l'occurrence une ville post-industrielle. Pour vous donner un petit peu le contexte, sur cette ville à Colombelles, dans les années 80 encore, il y avait 80-90, il y avait une grande usine qui s'appelle la Société de métallurgie normande, qui occupait à peu près 80% de la surface de l'île. À un moment donné, on arrive à la fin de l'industrialisation, et donc on a un démantèlement de ces usines, tout simplement. Et donc on a un foncier qui est libre, et on a évidemment beaucoup de chômage qui s'installe dans la ville. Et donc il y a différentes ZAC qui se créent, et donc sur ces ZAC, eh bien, il y a des habitations, des nouveaux commerces, etc. Et donc on est sur cette ZAC, la ZAC Jean Jaurès à Colombelles. Et donc sachant tout ça, connaissant un petit peu le contexte local, ayant fait un certain nombre d'études de diagnostic, d'abord dans un premier temps, nous, notre mission qu'on nous a demandé, qu'on nous a donnée, c'était d'imaginer quel allait être ce qu'on appelle les rez-de-chaussée actifs d'une opération de 45 logements. L'opération visait à créer ce qu'on appelle une centralité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément que des urbanistes dans la salle, donc je vais essayer d'être un peu pédagogue. Qu'est-ce que ça veut dire une centralité? Ça veut dire qu'on va créer une petite placette avec des commerces qui se font face pour créer quelque part un lieu de regroupement où il peut y avoir un peu d'interaction sociale entre les habitants, etc. Et donc nous, notre rôle, c'était d'imaginer et de définir plutôt même quels pouvaient être en fait les rez-de-chaussée, quelle pouvait être la destination de ces rez-de-chaussée. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre comme commerce, qu'est-ce qu'on va mettre comme service, qu'est-ce qu'on va mettre comme activité, est-ce qu'on va mettre des artisans, etc. Et donc, connaissant un petit peu ce contexte, on s'est dit, bon, bah, très bien, il y a un problème de chômage, il y a un problème de chômage aussi de jeunes, beaucoup, et donc du coup, on va aller voir des acteurs locaux, on va les rencontrer, on va partir des situations, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe dans le quartier. Et on est allé rencontrer un éducateur de rue. Et donc, je vous raconte cette anecdote, j'arrive dans une salle de boxe, c'est ça, on parle. Le monsieur il y a trois hommes qui me reçoivent, ils ressemblent tous à Vincent Cassel, dans la haine, quoi. Et là, ils me disent bon, c'est quoi ton projet? Et alors, moi, je lui explique c'est quoi mon projet. Je lui dis voilà, on doit créer des rez-de-chaussée actifs. Je sais que vous agissez dans un autre quartier, pas très loin. Je sais que vous accompagnez un certain nombre de jeunes à sortir de l'isolement, quelque part, à se réinsérer socialement, professionnellement. Peut-être que ce qu'on peut imaginer comme rez-de-chaussée, comme service qu'on va y mettre dans ces rez-de-chaussée, eh bien peut-être que ça peut vous aider. Peut-être que vous allez pouvoir donner une autre chance à ces jeunes en ayant peut-être une antenne dans ce quartier, sur ces rez-de-chaussée. Et il me dit, alors je vais t'expliquer c'est quoi mon métier. Il me dit, mon métier, eh bien, repose sur un principe. Le premier principe de mon métier, c'est la discrétion. Pourquoi la discrétion ? Tout simplement parce que, en fait, quand je travaille avec des jeunes, si ces jeunes se font voir par leurs parents, tout simplement, se font voir par leurs parents, eh bien le soir, quand ils vont rentrer chez eux, leurs parents vont lui demander pourquoi tu étais avec cet éduc? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des problèmes? Et donc le lendemain, il ne va plus venir me voir. Parce qu'en fait, tout simplement, il va avoir peur d'avoir des problèmes. Et c'est la même chose parce qu'en fait on travaille avec la police. Nous, éducateurs de rue, on est forcément obligés de travailler avec la police. Alors vous imaginez que si on travaille avec la police et que les jeunes le savent, encore plus, ils vont plus jamais venir nous voir. Non seulement il y a un jeune qui va pas venir nous voir, mais tous ses copains.
Et donc du coup, nous, on va être complètement tricard en fait sur le reste de la ville, et en fait, ça va être complètement impossible en fait de faire une politique. Donc comment on fait? Et donc la discrétion, c'est essentiel. Et donc, vous me parlez de rez-de-chaussée, parce que c'est votre projet. Mais en fait, un rez-de-chaussée, c'est tout sauf discret. Donc quelque part, nous, un rez-de-chaussée, ça ne nous convient pas du tout. Donc il faut partir, faut peut-être penser à autre chose, à un sous-sol, ou peut-être imaginer un local pour nous, ok, peut-être un rez-de-jardin. Et moi, en tant que bon urbaniste, j'ai appris, parce que c'est ça la mode aujourd'hui. Je le dis comme ça, avec ce mot-là que j'utilise de manière assez, voilà, assez caricaturale, mais c'est ça la réalité, c'est qu'en fait, moi en tant que bon urbaniste, eh bien, on m'a appris à ce que aujourd'hui, la norme, eh bien, c'est de créer des rez-de-chaussée actifs qui vont être ouverts sur la ville, qui vont créer des porosités et quelque part qui vont créer une centralité. Eh bien non, en fait. Là, ce monsieur que j'ai rencontré, il m'a dit concrètement qu'il lui fallait un sous-sol. Et en tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste, eh bien, on n'a pas du tout ces réflexions. Et jamais on n'aurait cru ça, jamais moi j'aurais pu savoir ça, si j'étais pas partie des situations. Et donc, quelque part, avoir réfléchi à cette question nous a permis eh bien, de bien cibler l'attente et quelque part d'avoir une réponse qui va être adaptée au contexte local. Donc quelque part, ça va améliorer forcément notre projet. Et donc, partir des situations vécues, effectivement, c'est le premier des principes, mais en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on fait ce travail-là, eh bien non seulement le projet urbain, le projet d'aménagement va être amélioré, mais en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que si à chaque projet, on part réellement des situations vécues, eh bien on peut imaginer des externalités positives à notre action, avant même de voir le projet urbain se réaliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je dis ça? Parce que quand on va consulter des acteurs locaux, quand moi je vais travailler, je vais rencontrer un éducateur de rue, quand je vais rencontrer un commerçant, quand je vais rencontrer un artisan, qui, chacun, avec leur propre expertise qu'ils ont d'acteurs locaux. Je ne parle pas encore des habitants, je parle vraiment des acteurs locaux. Chacun a une expertise particulière, c'est-à-dire un vendeur de vélo, il va avoir forcément une expertise d'usage peut-être un peu plus importante sur les mobilités. Un médecin dans la salle, il va avoir une expertise un petit peu plus importante sur la santé en ville. Eh bien, si on va voir ces acteurs locaux, là où aujourd'hui on sait qu'on est dans une crise civique, on sait qu'on est dans une crise qui, quelque part, opère une certaine forme de défiance vis-à-vis des élus, opère une certaine forme de défiance vis-à-vis des institutions, eh bien, quelque part, si on prend ce temps-là, on revalorise les gens qui ont le sentiment de ne pas être assez écoutés. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, dans toute opération de concertation, on fait beaucoup de concertation dans mon agence, et bien dans toute opération de concertation, eh bien, je dis systématiquement à mes équipes aujourd'hui, il faut aller faire du porte-à-porte. Pourquoi faire du porte-à-porte? Parce que quand on passe 1 heure de temps auprès d'habitants et qu'on les écoute, eh bien, bien souvent, on rencontre des gens qui, pendant 1 semaine, n'ont vu personne, notamment des personnes âgées, et quelque part, en fait, on crée du soin tout de suite, avant même de voir le projet urbain se réaliser. Et dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui, on est face à une conjonction de crise, je parlais de l'isolement social que j'ai introduit tout à l'heure, eh bien, ça compte. Et enfin, dans certains quartiers où c'est difficile de vivre, ou même tout simplement dans certains quartiers très urbains, eh bien, là où on va peut-être créer effectivement des moments festifs ou des moments de lien dans des quartiers pour quelque part donner plus de possibilités de faire de la concertation, et bien là encore, quelque part, ça crée de la relation sociale avant même de voir le projet urbain émerger. Et donc, quelque part, partir des situations, ça permet de créer non seulement un projet urbain à partir du réel, mais d'apporter du soin tout de suite, pendant le temps d'élaboration du projet urbain. Le deuxième principe, c'est celui de prendre en compte les vulnérabilités. Et donc, je pense qu'on ne devrait jamais avoir à se cacher de notre vulnérabilité. On ne devrait jamais en avoir honte, car en fait, la vulnérabilité est universelle. Elle fait partie de la vie. Et aujourd'hui, c'est bien ça la problématique en fait dans nos sociétés, c'est que la vulnérabilité, bien souvent, on en a honte. Alors que quand on parvient à la surmonter, c'est le plus souvent finalement grâce à l'autre, grâce au lien qui existe en fait dans notre société.
Alors, je vais poser une définition parce que c'est important. Je vais tenter une définition de la vulnérabilité. En fait, je crois que c'est une condition humaine universelle et non pas un défaut individuel. Souvent, en fait, on pense la vulnérabilité comme un défaut ou comme quelque chose de très individuel. Alors que, quelque part, c'est une exposition partagée à la dépendance et à l'incertitude de la vie. À la nature, évidemment, on le voit, avec de plus en plus d'inondations, avec de plus en plus de phénomènes naturels qui se posent du fait du réchauffement climatique, et évidemment aux relations qui nous constituent. Cette dimension de la vulnérabilité, elle est vraiment importante dans cette idée d'urbanisme précaire. Et donc je crois que ne pas la prendre en compte, quand on est acteur de la fabrique de la ville, quand on transforme la ville, eh bien, c'est fermer les yeux sur ce qui se passe parfois sous nos yeux. Et c'est être dans le déni. Souvent, la plupart du temps, on nous propose, on nous demande de travailler sur une parcelle, donc sur un périmètre. Et juste à côté, il peut y avoir ce que j'appelle des poches de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un foyer de personnes âgées, un EHPAD. Il peut y avoir un foyer de femmes seules avec enfants, une famille monoparentale. On sait quelle est la situation aujourd'hui des familles monoparentales. Qu'est-ce que c'est ? Rien d'inquiétant. Ça veut dire que je sois... Non, je pense que c'est un message de Sophie Ricard qui est impatient d'intervenir. Donc, en fait, chaque projet, je crois, peut être un levier pour agir sur ces fragilités locales. Donc, juste cet exemple de prendre en compte les vulnérabilités, je vais vous en parler. On est à Toulouse, c'est une autre anecdote que je voudrais vous partager. On est à Toulouse dans un quartier qui s'appelle Bordeaux-Rouge. Encore, on travaillait pour un opérateur immobilier que je vais citer, qui s'appelle Nexity, sur une opération, en l'occurrence, donc c'est au nord de Toulouse, à Bordeaux-Rouge, un quartier assez populaire. Et on nous demandait cette fois-ci en fait, de créer 19 000 m² de bureaux. Et d'imaginer à ce moment-là d'avoir notamment des rez-de-chaussée, notamment une programmation au-delà des bureaux qui puisse servir véritablement au contexte local, qui puisse créer des porosités, des liens avec le quartier. Et donc on a rencontré ce monsieur qui s'appelle Issy Ndiaye. Ce monsieur, il est président d'un club de foot. Et donc la première des choses qu'il m'a dit, je ne suis pas urbaniste, en fait, comment je peux vous aider ? Moi je lui ai dit, peut-être que nous, on doit imaginer quelle va être la programmation de ces bureaux, au-delà de ces bureaux, c'est-à-dire dans les rez-de-chaussée, et peut-être que ce qu'on va pouvoir créer va pouvoir servir en fait aux jeunes que vous accompagnez au quotidien. Et il m'a dit cette phrase dont je me souviens encore aujourd'hui. Il m'a dit, vous allez imaginer, j'en suis sûr, des espaces de sport, parce qu'en fait ça se fait beaucoup aujourd'hui dans les bureaux, et notamment quand il y a 20 000 m² de bureaux, il y a forcément des espaces sportifs, parce qu'en fait on va créer des espaces sportifs pour les employés de bureau, pour qu'ils puissent avoir tout ce qu'ils veulent dans leur bureau, comme s'ils étaient à la maison. Et il me dit, ne faites pas ça s'il vous plaît, en fait. Parce que moi, derrière moi, en fait j'ai des espaces de sport, j'en ai plein, j'ai des terrains de foot, j'ai un gymnase. Et aujourd'hui, j'accompagne un certain nombre de jeunes, et ces jeunes-là, de quoi, d'après vous, ils ont besoin ? Pose la question. Pardon ? D'un exemple positif, ouais, c'est à peu près ça. En fait, ils ont besoin de réseau, tout simplement. Ils ont besoin de réseau professionnel parce que, en fait, les personnes qui l'accompagnent, ce monsieur, il les accompagne avec des éducateurs qui sont des coachs. Et ces coachs au quotidien, après les entraînements de foot ou après les matchs, ils vont accompagner des jeunes à écrire des CV et à écrire des lettres de motivation pour avoir un emploi. Et en fait, la réalité, c'est que ces jeunes-là, ils n'ont pas de réseau pour avoir une alternance. Et donc, si demain, au lieu de créer un espace sportif au sein de ces bureaux, vous imaginez par exemple un partenariat entre cette opération immobilière et mon club de foot, peut-être qu'on pourrait imaginer créer en fait des espaces en commun. Et en plus de ça, et ça c'est moi qui le pense en tant que bon urbaniste, en plus de ça, on va ne pas gâcher quelque part en fait des mètres carrés à quelque chose qui est peut-être inutile dans le quartier. Voilà. Et donc quelque part c'est ça aussi, prendre en compte les vulnérabilités. C'est du coup, quand je parle de changer de paradigme, c'est vraiment ça.
C'est vraiment cette idée-là. Et cette anecdote, elle vient nous prouver que chaque projet, quelque part, peut être un levier pour répondre à des vulnérabilités. Et donc, effectivement, alors, on voit ce projet-là, c'est tout le contraire de ce type de projet. Arboretum, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Arboretum, c'est à Nanterre, c'est 120 000 m² de bureaux, c'est beaucoup plus que ce qu'on avait fait à Toulouse en l'occurrence. 120 000 m² de bureaux ouverts à Nanterre, inaugurés en octobre 2024. Aujourd'hui, je vous pose la question, d'après vous, combien de mètres carrés sont occupés ces bureaux? La moitié? Un peu moins. Beaucoup moins. Un tiers. Il y a... non, pas beaucoup moins. Il y a 35 000 m² de bureaux qui sont occupés. Ouais. Et on est un an après. Et je vous parlais tout à l'heure de ce qui est valorisé dans une société ou pas. Et bien effectivement, ce type de projet, il est extrêmement valorisé parce qu'en fait, le président de la République lui-même l'a inauguré. Et voilà où on en est aujourd'hui, parce que c'est ça ce qu'on appelle, ce que j'appellerais tout à l'heure l'urbanisme de l'offre. Eh bien, c'est tout le contraire de ce que j'expose aujourd'hui. Cette idée de prendre en compte les vulnérabilités, eh bien, peut aussi quelque part en fait créer des externalités positives. C'est-à-dire que là, je cite un exemple à Forbach avec un bail à laisser, mais effectivement, quand on imagine en fait des rez-de-chaussée, quand on imagine quelle va être la programmation de ces rez-de-chaussée, des commerces, de quel type de commerce, etc. Eh bien, plutôt que d'imaginer dans un nouveau quartier des commerces qui vont simplement développer une nouvelle offre commerciale, eh bien, on peut imaginer des offres qui demain permettront d'abord de créer des écosystèmes solidaires entre les acteurs qui sont déjà présents dans nos quartiers. Et pour le coup, créer plus de solidarité entre ce qui existe déjà, tout à l'heure on parlait de centres commerciaux en périphérie justement, eh bien, peut permettre aussi de créer tout simplement plus de business en fait, entre les commerçants et de renforcer un centre-ville. Plutôt que d'aller chercher le nouveau Starbucks ou la nouvelle franchise à la mode, ou je ne sais quelle franchise clé en main, on pourrait aussi se dire que prendre en compte les vulnérabilités, eh bien, ça suppose, par exemple, parce que créer la ville, ça prend du temps, généralement une opération immobilière, ça prend 3, 4, 5 ans, eh bien, on peut prendre le temps de former des personnes qui sont éloignées de l'emploi, pourquoi pas leur permettre, en fait, d'exploiter demain des futurs locaux commerciaux, des futurs locaux d'activité. Alors évidemment, quand je dis ça, souvent on me dit mais en fait on ne fait pas de formation, en fait on est urbaniste, nous on est un ménageur. Ah oui, mais en fait, si à un moment donné, à quoi sert notre métier en fait, si c'est pas à ça? Si c'est pas à résoudre les problématiques que l'on rencontre aujourd'hui. Toutes ces idées-là, c'est possible et en fait ça se fait déjà. Mais ça se fait déjà sur des opérations un peu vitrines. Il faut que je passe un petit peu. Et enfin, le dernier principe, c'est celui de partager la responsabilité. Ce que je vais vous dire est vraiment important. Non pas ce que j'ai dit avant, on n'était pas, mais là, ça l'est. Encore plus. Ce que je vais vous dire, c'est que en fait, l'urbanisme n'est pas réservé seulement aux experts. Et ça, je le dis au sein de l'agence d'urbanisme qui me reçoit, mais en fait, l'urbanisme peut redevenir une aventure collective où les citoyens, les associations locales, les institutions coproduisent des lieux utiles et qui répondent à des besoins réels. Pas pour faire joli, mais pour multiplier des liens qui nous unissent et pour refaire société. Et surtout pour parvenir à trouver ensemble des solutions qui vont nous permettre de maintenir notre vie sur la planète, pour maintenir cette habitabilité dont vous parlez tout à l'heure. Et donc à Nantes, sur le secteur de Pyramide-les-Îles, ce que je vous montre là ici, eh bien c'est un grand projet d'aménagement sur lequel ils ont réfléchi à ça. Ils se sont dit, il y a un grand projet d'aménagement qu'on doit créer, et bien plutôt que d'agir bien en tête et de faire comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'en fait on va proposer à un architecte urbaniste de définir un plan guide, puis à la suite du plan guide, et bien en fait on va quadriller ce plan guide
et on va proposer à chaque fois des consultations qui vont sortir les unes après les autres, et on va demander à des opérateurs immobiliers de produire du logement, eh bien on va agir différemment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, leur ambition dans ce projet d'aménagement, c'était de créer ce qu'on appelle la ville bas carbone. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer un projet d'aménagement qui va, dont l'ambition est d'émettre le moins de carbone possible. Quand on sait qu'aujourd'hui, en fait, le premier émetteur de carbone en France, c'est le bâtiment. Et donc, à partir de là, ils ont réfléchi. Deuxième. Ils ont réfléchi et ils se sont dit, on va agir différemment. On va agir différemment, et donc, comment on va agir différemment ? Eh bien, on va réunir tous les acteurs de la filière, tous les acteurs du territoire, les acteurs de la fabrique de la ville, parce que pour faire la ville bas carbone, eh bien, il faut pouvoir construire avec des matériaux qui sont ce qu'on appelle biosourcés, c'est-à-dire des matériaux écologiques, des matériaux renouvelables, c'est-à-dire de la paille, du chanvre, du bois. Sauf qu'en réalité, en fait, le bois, eh bien souvent, on allait le chercher ailleurs. Et donc forcément, quand on va le chercher ailleurs, eh bien, ça fait émerger plus de carbone. Et donc, pendant 2 ans, plutôt que de lancer des consultations, eh bien, ils ont réfléchi autrement. Et en fait, ils ont créé pendant 2 ans différents ateliers avec l'ensemble des acteurs de la filière. Et aujourd'hui, il existe des filières locales du côté de la métropole nantaise. Et donc, l'idée derrière tout ça, il y en a beaucoup en fait. Dès lors qu'on réfléchit en termes de complémentarité, dès lors qu'on réfléchit en termes d'interdépendance. Pourquoi ne pas remplacer les concours d'architecture classique, on posera la question tout à l'heure à Sophie Ricard, qui sont souvent fermés et compétitifs, par des dispositifs où il y a non seulement des architectes, des urbanistes, des associations aussi, et des entreprises locales qui peuvent imaginer ensemble, non pas le meilleur projet, mais les meilleures synergies qui permettent quelque part de répondre aux vulnérabilités sociales et environnementales. Plutôt que de laisser un terrain vide, on va systématiser de plus en plus, par exemple des opérations d'urbanisme transitoire, où on va se dire que les clauses d'insertion professionnelle dans les chantiers qui existent, notamment dans les projets en rue, projets politiques de la ville, eh bien, on va faire en sorte de les systématiser dans la plupart des projets pour faire en sorte que beaucoup plus de gens puissent trouver de l'emploi grâce au projet d'aménagement, ou encore d'intégrer des critères, ce qu'on appelle d'intensité d'usage dans la création de nouvelles opérations immobilières. Voilà, donc c'est effectivement ce que je vous propose, c'est à travers cette idée-là d'urbanisme du cœur, c'est de changer de paradigme. Et parce que pour penser de cette manière, je pense qu'il faut effectivement changer de logiciel de pensée, et non plus, et j'en ai un peu parlé tout à l'heure, et non plus réfléchir en termes d'offres seulement, mais en termes de besoins. Et l'urbanisme du cœur, je ne crois pas que ce soit une nouvelle tendance, un nouveau slogan. C'est d'abord s'intéresser aux besoins qu'il s'agit de combler urgemment, plus qu'à une offre concrète. Et il y a quelque chose, il y a un terme qu'on utilise beaucoup dans la fabrique de la ville, c'est la ville de demain. Alors je vous en prie, je vous supplie de plus jamais utiliser ce terme-là, la ville de demain. Parce que c'est considéré qu'en fait, il faut toujours créer une offre qui va pouvoir trouver un acquéreur demain. Mais en fait, il y a déjà des problèmes aujourd'hui qu'il s'agit en fait de combler urgemment. Donc avant de penser à la ville demain, il faut penser à la ville qui, aujourd'hui, contribue à résoudre l'ensemble des vulnérabilités que nos sociétés rencontrent aujourd'hui. Et donc, ce que je prône, c'est cette idée-là d'un urbanisme qui considère que la réponse aux vulnérabilités est véritablement l'affaire de tous. Et en fait, ce type d'urbanisme, eh bien, nombreux sont les concepteurs qui aujourd'hui le font sans avoir posé les mots dessus. Et en posant ces principes, en élaborant ces principes que j'ai écrits dans mon ouvrage, eh bien, je crois qu'on donne plus de force à un urbanisme d'utilité publique. Et aujourd'hui, parce qu'on s'intéresse vraiment à la vulnérabilité, on produit des choses qui conviennent au plus grand nombre. Et aujourd'hui, on l'a vu avec la conjonction de crise dans laquelle on est, eh bien je crois que c'est l'urgence. C'est-à-dire on vient rompre avec cette ville qui crée des inégalités, comme ce que je vous ai montré à Nanterre tout à l'heure, mais face aux crises climatiques, sociales et démocratiques,
eh bien, je crois qu'il faut plus penser seulement à la ville de demain, mais réparer ce qui doit l'être aujourd'hui. Merci beaucoup, Yoann. Je manque à tous mes devoirs de modérateur parce que normalement j'aurais dû vous couper bien avant. Mais comme c'est tellement passionnant et que ça vient apporter effectivement un vent nouveau sur nos métiers, ça nous fait sortir de nos silos, ça bouscule, parce que le but c'est aussi ça bouscule nos habitudes, de travailler sur ces concepts-là qui reviennent peut-être sur 30, 40 ou 50 ans qu'on avait de façon d'aménager. Encore une fois, merci d'être venu nous expliquer tout ça. C'est aussi le rôle de l'agence, effectivement, d'essayer de provoquer, si vous voulez, ce type de prise de conscience. Je retiens effectivement ce fait de bousculer les habitudes, de bousculer un certain nombre de concepts, de ne pas effectivement prendre certains concepts comme celui de vulnérabilité comme quelque chose de négatif, mais d'essayer de s'en saisir positivement. Cette notion de réparer la ville existante, effectivement, on a souvent aussi tendance, voilà, on parle de la ville de demain, on dit aussi la ville de demain existe déjà. Soyons-en conscients, essayons effectivement de faire en sorte que le futur soit aussi ce moment où on va retisser du lien. Et puis, alors là c'est, excusez-moi, c'est le juriste qui vous parle, peut-être qu'on a une nouvelle définition de l'intérêt général à donner. C'est l'intérêt collectif. C'est vrai que souvent, c'est une notion qu'on tord dans tous les sens, qui est un peu galvaudée. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à redonner une belle définition à cette notion d'intérêt général qui nous anime, nous, qui accompagnons les collectivités, qui anime les élus, qui anime le citoyen aussi, même si parfois c'est un peu compliqué pour lui. Il faut aussi qu'on rapproche ce citoyen de ce nouvel intérêt général, et je pense que c'est important, effectivement.